KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Un vieil homme massif, rose et rasé, le profil plein, les cheveux tondus comme au régiment, présidait une table près de la fenêtre, seigneur visible de 4 ou 5 pour qui il paierait, de quelques-uns encore qui ne demandaient qu'à l'entourer, et de beaucoup d'autres peut-être, dont l'idée était, pour le moment, absente de ses regards brutaux et calmes. Son air de tranquillité et de sûreté de soi différait de l'allure fanfaronnade et penaude que prennent les paysans à l'auberge. Il avait vu venir le cousin Jules depuis la porte. « Faites-lui place », dit-il d'un ton froid. Jules s'assit. Leur table fut pour un instant la plus silencieuse de la salle. Augustin trouva un bout de banc près du cousin. Le regard de l'homme, ignorant ce personnage sans nom, se fixait sur Jules avec une sorte d'autorité. « Comment que tu m'as fait ça ?» dit-il. Ce dédain de préambule, ce tutoiement immédiat, cet air de puissance nullement cherché mais ressenti par tout le monde, tant les autres convives que Jules lui-même stupéfièrent Augustin. Mais ils glissèrent finalement sur une carapace de modestie feinte, d'indolente impénétrabilité et de somnolent sang-froid, qu'à sa stupéfaction plus encore, le cousin avait eu le temps de sécréter et de revêtir. « Que je vous ai fait quoi, monsieur Thomasin ? As-tu jamais eu à te plaindre de moi ? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je voudrais savoir. »« Mais qu'est-ce que je vous ai fait, monsieur Thomasin ? » dit Jules, changeant lentement son indolence pour un air de naïveté étonnée et innocente. Il jouait avec sa figure, ses yeux et ses épaules. Non pas le personnage d'un matois caché sous un bonnet, mais celui de Jean le Simple, tentant de s'approcher de l'intelligence. Thomasin, bien entendu, ne s'y trompait pas. Mais son calme regard dur voyait, plutôt que l'homme qui était devant lui, l'événement passé, définitif, indéfaisable, dont cet homme était cause. Il accusait et précisait le coup. Il ne tentait pas de le réparer. Il envisageait avec netteté l'irrémédiable. Il commença de s'expliquer, non pour le cousin Jules qui savait aussi bien que lui, ni pour les autres présents qui ne devaient pas ignorer non plus, mais pour lui-même, par un sombre plaisir esthétique, comme on fait un bilan, et mettant en belle lumière intelligente les causes pour lesquelles une affaire a manqué. Vendredi, j'achète la montagne à Sazera. 45 000. Je passe la vente. Je signe, il signe, le notaire signe. Je remets mon chèque au notaire, il est 11h30. Je m'en souviens bien. Samedi, le notaire me téléphone qu'une autre vente a été passée entre Sazera et toi, de la même propriété le même jour, qu'elle a été transcrite avec une célérité peu habituelle. C'est le notaire qui parle. 2 heures au plus après l'acte et le vendredi même. Je suis devancée à la transcription. Mon achat est nul. De chez le notaire à Mauriac, où est le bureau des hypothèques, il y a 2 heures d'auto, 1h03. Tu as eu le temps de courir à Mauriac, dans le taco du garage à Piaras, loué par toi d'avance. Je vais demander. Tu as fait ça sous mon nez. Ma voiture était au même garage. Elle t'aurait gratté en 5 minutes. T'as acheté ma montagne, sachant qu'elle était à moi, pour 500 pistoles de plus. Le cousin Jules, encore à l'étape de l'étonnement, leva les bras au ciel en un silence désespéré. Thomasin continuait. Que ça gêne pas un failli ruiné, un foutreau, une graine de pilaro, comme Sazera, je le comprends. Mais toi, tu n'as jamais eu à te plaindre de moi, pas vrai ? Pourquoi m'as-tu fait ça ? Les traits du cousin Jules changèrent encore. Les forces qu'il étendait avec une si ferme acrobatie, en un modelé si loin de son âme, cédèrent avec une lenteur où nulle transition n'était saisissable.
ils purent tirer de leur profonde réserve une psychologie ingénue, bonassement navrée, résignée à donner à M. Thomasin toutes les explications et toutes les excuses, toutes celles du moins qui ne modifient pas les faits. « Je ne peux rien, continuait Thomasin, sur Sazera qui n'a plus le sou. Je ne puis rien sur toi. Je ne peux pas prouver ta mauvaise foi, je ne peux rien sur mon notaire qui me paiera sa flemme, quoiqu'il m'ait expliqué qu'il n'y avait pas de flemme et que le délai était normal. Ce que mon avocat m'a confirmé. Il me souffle pour 50 000, une terre que je ne t'aurais pas laissé avoir pour 70 et plus. Mais, expliquait le cousin, vous êtes toujours en train de me dire « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». Moi, j'ai toujours dit à Sazera que j'étais preneur à 50, et si je pouvais les trouver à temps. Je demande à Sazera à midi. Si tu n'as pas encore tout à fait fini, veux-tu 50 ? Ils sont dans ma poche. Je viens juste de les trouver à emprunter. Je pouvais-il savoir que vous aviez fini le matin même ? Augustin baignait dans une totale stupeur. Les paroles du cousin étaient tranquilles, limpides, unies. Il y sentait une ruse énorme, mais où ? Elle était ouatée, fluente, sans aucun relief saisissable. Le cousin continuait. « Écoutez, monsieur Thomasin, c'était pas bien raisonnable non plus de votre côté. Si vous vouliez tant que ça la montagne, fallait y mettre le prix. Si vous aviez voulu y mettre le prix, personne ne pouvait aller contre vous, ni moi, ni les autres. » Mais Thomasin dédaignait d'expliquer que plus l'enrichisseur est de forte taille, moins l'enchère a besoin de l'être, et qu'il avait bien compté là-dessus. Ces évidences étaient indignes de ces deux fins joueurs. Il se contentait d'approfondir avec sérénité la ruse de Jules, comme un beau coup d'échec qu'un court commentaire n'épuise pas. Ce que tu as été de fort, c'est de placer ton offre après la signature, au moment où il ne pouvait plus me demander de hausser mes prix pour la couvrir, parce qu'alors c'est moi qui aurais été à Mauriac. Tous ces mots partaient d'une voix sèche, calme, et qui n'élevait pas le ton. Les 5 ou 6 paysans, buvant autour de ce seigneur de la montagne, extrayaient de leur tissu un sourire niais et timide, qui cachait profondément une certaine joie de le voir jouer, une fois en sa vie. Quant aux deux grands réalistes, ils n'avaient pas l'habitude de remuer inutilement les situations inchangeables. « Tu peux compter, dit Thomasin, sur un chien de ma chienne, quand elle fera des petits. » C'est tout. Une lueur de raillerie alluma cependant la brutale prunelle, sous les touffus sourcils gris. « Écoute, si j'avais été toi et plus jeune, j'aurais pas loué le taco à Pierras. Non ? J'aurais été trouver le père Thomasin. » Il se salua lui-même légèrement. « Lui aurait emprunté sa propre voiture pour filer sur Mauriac. Peut-être bien que je te l'aurais prêté. » « Bon Dieu, fit le cousin Jules. J'ai mangé 200 francs. » Thomasin eut un rire sec de sa bouche où ne participaient pas ses yeux. « Fille !» cria-t-il. La bonne s'empressa. « Une tasse de café pour cette canaille. » Puis s'apercevant d'Augustin. « Ah, monsieur est avec lui. Alors 2 tasses. » Quand ils revinrent vers la voiture, Augustin s'ébahissait de cette manœuvre profonde qui lui demeurait indéchiffrable. Le cousin marchait près de lui avec une autorité froide, écrasant des mottes sous sa large semelle. Tout masque était tombé, toute mollesse bonasse disparue. Sa face s'éclairait d'une flamme courte, ironique et satisfaite. « Nous avons toujours pris 2 cafés, dit-il. Ça me coûte plus que 40 sous. » 40 sous ? Fit Augustin qui n'avait rien vu payer. Ceux du cierge. Silence. Il est très riche, ce Thomasin. C'est le plus gros marchand de bestiaux de la montagne. Puis hésitant, respectueux, calculateur. Doit bien faire
dans les 8 à 10 millions d'affaires, peut-être plus. Nouveau silence. Du fond de son écrasement, Augustin reprit. Si l'affaire était bonne pour lui, elle l'était bien autant pour vous ? Le cousin émit un rugissement sourd et dissyllabique. Meilleur. Ce doit être difficile de lui couper l'herbe sous le pied. Il ne paraît ni bête ni commode. Il a réussi trop longtemps, ça gâte la main. Augustin reconnut, ressuscité, vêtu à la paysanne, les vieilles sanctions de l'hubris. Entre eux passaient ces grands coups de vent sauvages, dépeuplés, dédaigneux, rabotant avec la même indifférence toutes les surfaces géographiques d'une seule coulée, depuis l'océan jusqu'au dentelé, dont il avait vaguement cru ce matin discerner la place étincelante. Qu'est-ce que c'est que cette transcription dont il parlait ? Pourquoi la faut-il ? Ce fut Rome cette fois qu'évoqua Jules. Comme un cultivateur du Latium, récitant la formule d'un contrat solennel, il expliqua, catéchistique et final. Faut la transcription. Augustin vit que c'était là toute l'ouverture possible de cette porte. Il lui faudrait ignorer dans ses détails le jeu de cette aristocratie paysanne positive et dure, que Thomasin et Jules représentaient tous les deux avec différentes variantes de ruse et de puissance. Mais elle... Augustin sentit revenir toutes les rêveries qu'il avait menées à propos du prêtre sulpicien. S'il y avait dans la famille, comme c'était visible, un appel continu, qui l'avait touchée, elle, et aussi peut-être sa mère à lui, et ce prêtre, et d'autres religieuses aussi dont son enfance avait entendu les noms. Comment s'accommodait-il de ce solide positivisme, base de la race ? Selon une idée qui s'était établie en lui à propos de Renan, qu'il avait trouvé lyriquement exposée dans Malebranche et dans bien d'autres, Dieu s'impose de respecter le déterminisme de son œuvre. Sans doute, l'esprit souffle où il veut, mais le son qu'il rend dépend du trou des flûtes. En ces âmes paysannes et mystiques, comment le positivisme nuançait-il la mysticité ? Tous les pèlerins, ceux des auberges et ceux du plein air, s'étaient déjà rassemblés pour la bénédiction. Elle avait lieu très tôt après le déjeuner, pour ménager le temps des longs retours. Pendant que le cousin Jules attelait la voiture, Augustin s'en fut avec les femmes à la chapelle. Ouais. Le soleil de 3 heures tenait en suspens une poussière ocre et ténue, sortie du sol désherbé de la montagne, première parcelle dans cette lumière ardente et déjà fatiguée, de ce qui serait l'heure du soir. Moins bondée que le matin, la chapelle se laissait traverser par les arrivants. Augustin retrouva les pompes catholiques sur un mode rustique, les voix brutes et justes, le foisonnement des ex-voto, les buissons des cierges où brasillait celui du cousin. Il revit Marie, agenouillée, abandonnée, la tête dans les mains, laissant la ligne de son corps exprimer librement, à son insu, toute sa souple et délicieuse jeunesse. Il se sentait pour elle une immense tendresse, raidie de respect, et comme une glaciale sorte d'amour. Il s'excusait de lire dans son cœur. Le mystère de ce paysage intérieur enfin s'éclairait. Un dentelé blanc fixe, comme celui des Alpes, était apparu aux extrêmes horizons de son âme, un jour privilégié, un jour d'entre les jours, en plein ciel, au-dessus des nuages terrestres. Combien de pèlerinages semblables à celui-ci verrait-elle encore ? Vers quel ordre s'en irait-elle ? Local, lointain ? Quand elle serait partie pour quelque couvent rustique, le dur esprit de négoce et de culture régnerait seul sur ce grand domaine, comme sur bien d'autres. Agenouillé sans support, sans chaise, sur la pierre frottée par tant de sabots ferrés, à quelques mètres d'elle, il pensait à ce qu'aurait été sa vie à lui, si dédaignant les complexes joies de l'intelligence et le postulat d'indépendance qu'elle pose, il avait pu lui aussi s'en aller vers l'appel avec autant de tranquille simplicité. Chapitre 5. Paradise Lost.
dans mon complexe cœur. C'était dans les premiers jours de son entrée à l'école, après le renouvellement de l'univers. Tout l'avenir se montrait d'une imprécision délicieuse et limpide. Augustin classa ses objets de toilette dans l'espèce d'alcôve fermée de rideaux que l'administration découpait pour lui au dortoir. Il rangea ses ouvrages personnels sur les rayonnages de Saturne. Il entendit les conférences de début, amorça ses bibliographies. Il lui semblait s'embarquer pour un long voyage, comme dans les anciens tours du monde qui duraient 3 ans. Dès les premiers tours d'hélice, il fut attentif à un sentiment de vide et d'attente qui commençait de dominer tout cet arrimage initial. Pratiquement, cette année scolaire était libre, la licence S-lettres que le règlement lui imposait de passer se trouvant très inférieure en difficulté au concours d'entrée. Elle était libre, et toute prête enfin pour une grave matière, dépassant en importance les sujets d'études coutumiers, transcendant en un sens toute culture. Un second ébranlement moral, durable et d'une conséquence infinie, secoua ses jours. L'aumônier du lycée avait obtenu pour lui la permission de l'index. Jamais Augustin n'eut sans zèle abordé l'étude des exégètes indépendants, allemands et français, même aux fins d'apologétique. Disciplinairement, tout était en ordre. Parmi les ouvrages qu'il comptait lire, les unes figuraient à la bibliothèque de l'école, il fallait chercher les autres à la nationale. L'omnibus coupait les franges du quartier latin et lui ménageait sur son impériale près d'une demi-heure de méditation et de lecture. Il choisit de s'y rendre habituellement le jeudi, le sujet lui semblant trop personnel et intime pour qu'il exposât volontiers sur les tables de la petite salle d'études où il travaillait avec 3 de ses camarades. Autant confesser tout haut les mouvements de son cœur. Il emprunta cependant à l'école pour plus de commodité la Dogmengeschichte de Harnack. « Qu'est-ce que vous voulez ?» lui demanda un monsieur fauve et roux au nom alsacien qui présidait aux destinées de cette bibliothèque pareille à un grenier de Rembrandt. « Harnack ? Lequel ? La Geschichte der allchristlichen Literatur ? Pour un dépouillement complet, c'est bien gros. Le Lehrbuch ? De même. Prenez le Grundriss. Le Grundriss est absent, monsieur. Quel est le trou de balle qui n'a pas rendu le Grundriss en juillet dernier ? Méprisant. Ah, c'est monsieur B. Ici le nom d'un maître de conférence. Alors, le mépris s'approfondit, passe des personnes aux choses. Prenez la traduction et ajoutez-y le Lehrbuch. Ce fut le jeudi suivant qu'il passa 4 heures de suite à la Bibliothèque nationale. Il y choisit un auteur français que sa bibliographie déclarait commode et fondamentale, et quelques autres comme harmoniques. Cette première lecture se termina par une promenade hésitante et solitaire sur le quai devant le fleuve. De petits garçons jouaient sur des tas de sable à l'autre rive. Une péniche remontait avec lenteur et insouciance. Il lui semblait entendre une chanson de marinier. Et oui, c'était bien lui qui lisait les pages d'introduction au synoptique de Loisy. Il y avait 1h30 exactement. Cette journée rappelait la lutte avec Renan au dernier mois de sa philosophie. 2 différences. Ses remparts actuels étaient autrement solides, mais les pièges de siège autrement fortes. La secousse sentimentale d'un débranlement immédiat moindre se prolongeait en profondeur. Des interprétations purement historiques, indépendantes, semblait-il, de tout a priorisme autant que de toute orthodoxie, s'étaient offertes à lui en masse, s'étaient jetées sur lui, l'avaient heurté et bombardé,
exigeant l'admission immédiate et sinon totale, au moins suffisante pour que rien ne restât des solutions traditionnelles, colonne cassée au milieu des ruines. Repoussé, refoulé dans une autre partie de sa pensée, hors de son adhésion, mais non pas de sa clairvoyance, les solutions positives attendaient, prisonnières de salles souterraines, dont on espère qu'elles ne verront pas le jour. Il essayait cette acrobatie, les pensées dans le provisoire, sans acceptation ni refus. Même ainsi, refoulé aux abris aveugles, il tremblait au jeu séduisant des tentatrices. Il ne leur tenait éperdument les portes fermées qu'au prix d'une lutte dont il suait. Tel avait été son emploi du temps dans cette bibliothèque, et comme jadis pour Renan, le souvenir qu'il en gardait lui brisait les muscles. C'était une fin d'après-midi, dans un novembre clair et froid. Le fleuve luisait, portant sur ses libres surfaces une infinité de couleurs d'hiver, en forme de larmes et de virgules. Les petits garçons jouaient sans les regarder. Le triste promeneur les voyait jouer leur jeu vain. Ils marchaient en cette fatigue pleine de rêverie, de l'homme errant dans les très grandes villes. Un soir d'une lumière inhumaine et glacée, des jeux d'enfants sur des tas de sable, de grands ébranlements de pensée, tels furent les traits sur lesquels se fixa cette heure. Une médiocre église se trouva ouverte dans l'enchevêtrement des voitures et des tramways, au cœur d'un bruyant quartier commercial. Un sacristain, courbé, traînait ses savates entre un énorme empilement de chaises et la chapelle des fonts baptismaux. Augustin le vit allumer ses bougies dans l'indifférence d'une longue habitude et de la vieillesse. Tout semblait s'apaiser lentement. Il maîtrisait l'attaque. Ne savait-il pas la formule de toutes ces négations, et qu'elle se réduisait, au bout d'un certain nombre de moyens termes, au refus d'admettre le surnaturel? Comme s'il était plus difficile à humer dans l'Évangile que dans l'univers. Une argumentation immense, détaillable quand il voudrait, existait en abrégé dans ses réserves. Il n'abordait ses études, plein d'une totale bonne volonté, que pour plus de précision dans l'apologétique, pour enlever leurs griffes assez bêtes. Aucune faute. Le petit groupe d'un prêtre et de quelques gens portant un bébé se détacha de régions reculées, du côté de la sacristie et des clôtures du chœur. Les hommes, modestes bourgeois ou employés de commerce, prenaient l'air résigné des formalités quelconques, comme à la mairie. Ailleurs aussi, dans ce canton de sa pensée, où les adhésions restaient suspendues, d'autres réserves d'idées s'empilaient, dénombrables quand il ne voudrait pas. Elles s'effaçaient pour le moment en une douceur ténébreuse. Elles formaient tout juste une nodosité sur des superficies tranquilles. À cause de cette question capitale du surnaturel, où il prenait position avec vraiment trop d'ouverture et de naïveté, Renan s'était fait battre dès la première manche. Mais la discussion changeait ses désuètes armes. Elle passait aux techniques positives. Il s'agirait désormais de petits faits d'histoire, d'arêtes coupantes, dures et froids comme des cristaux. Il ne céderait rien de leur volume. Il ne les étirerait pas au gré des pragmatismes. À côté d'Augustin, le baptême déroulait ses cérémonies auprès de l'entassement des chaises. Parmi les voix d'assez indifférents adultes, les vagissements d'un bébé et le symbolisme du sel, la vieille église catholique confiait son credo à cet enfant de peu de jours. Le surplis blanc s'agitait sur de petits cheveux ténus. Certes, hors de la partie de son âme où il avait autorité, qui voyait clair et disait « moi », Augustin connaissait bien d'autres retraites où il ne régnait pas. De riches sentimentalités s'enflaient en lui à chaque printemps, pleuraient ou riaient avec les musiques, défaillaient de la beauté des nuits. Mais cette fois, en plein royaume intellectuel, une province se révélait où les règles du jeu semblaient suspendues. Partout ailleurs, les évidences s'agréaient, les non-évidences s'expulsaient,
avec une simplicité toute claire et automatique. Mais qui commandait dans cette province-là ? Quelle hyper-évidence y trierait les évidences ? Des énergies polémiques, inconnues ailleurs, allaient s'y battre comme si elles avaient un front à la sueur de ce front. Il serait déchiré pour combien de jours ? Pour combien de mois ? La théorie cartésienne sur le rôle de la volonté dans la croyance et toutes ses filiales contemporaines, prenant une vigueur à laquelle ne l'avaient pas habitué les théories philosophiques, lui sautaient à la gorge. Il tremblait parmi ses « Je vous salue Marie » et ses actes de foi, sous la surface de son calme. Tel fut le premier contact. Cependant, l'école vivait autour de lui. Il partageait sa salle d'études avec Brûle, un ami de Brûle et un élève de la promotion précédente, revenu du régiment. Paulin Zeller lui avait écrit à la fin des vacances qu'il démissionnait. Décidément. Augustin conclut que Saint-Sulpice avait prononcé et s'en désola. Mais l'ardente aux yeux noirs ne s'en désola point, étant par là repêchée de justesse. Elle s'absorba dans le groupe socialiste, quoiqu'assez mal vu de Brûle, celui-ci évoluait encore. L'attrait catholique, au demeurant fort vague, n'avait pas tenu. Du socialisme scientifique post-marxiste, il passait à la sociologie durkheimiste, alors dans tout l'éclat de sa nouveauté. Le bibliothécaire alsacien s'en attristait, mais Brûle lui dit que ce n'était qu'un circuit. Par sa lecture internationale en train de devenir considérable, son expérience déjà très renseignée sur bien des aspects économiques du monde, la puissance de sa fortune qu'on connaissait assez, quoiqu'il l'enfouît sous un sincère dédain, il allait devenir le numéro marquant de ce côté de l'école. Très différents l'un de l'autre, lui et Augustin s'aimaient beaucoup. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.